Bonsoir, j'ai le plaisir de vous présenter un conférencier que Crapule envie comme première conférence de cette semestre. Donc Pierre Verdrager, j'ai utilisé ton site internet, ça ne se dérange pas. Il est rattaché, chercheur associé à l'Université Paris-Descartes au CERN-RITS. Et en fait, il se définit comme spécialiste dans la sociologie de la culture, sociologie de l'homosexualité et de la pédophilie et épistémologie des sciences sociales. En fait, Pierre, les sociologues genevois, on a eu la chance de rencontrer dans notre genèse, quand on était assistant, on avait la revue Carnet de bord et il faisait partie, il était très actif dans la revue. C'est pour ça qu'on avait bien suivi ses travaux. Il y a peut-être cité parce qu'il a publié plusieurs ouvrages d'objets et natures assez différentes. Et je ne trouve pas là, pardon. Voilà, il fait. Donc, je vais dire. Bah, dis-le toi, oui, parce que tu en as plusieurs, je ne sais pas par cœur. Oui. Voilà. Donc, par chronologie. Oui, bah, j'ai publié donc, mon premier livre en 2001 qui était tiré de ma thèse, qui s'appelait Sciences critiques, qui est un livre d'anthropologie de la critique qui visait à rendre compte des prises de position des personnes par rapport à la littérature. J'avais pris pour objet la réception de Nathalie Sarraute par la presse. C'était mon premier travail donc, qui avait fait suite à la thèse que j'avais soutenue en 1999 sur cette question-là. Ensuite, j'ai travaillé avec Nathalie Lénic sur un projet de recherche qui avait donné lieu en 2002 à une publication qui a été très peu diffusée sur la reconnaissance en sciences. La Fondation Louis Jantet de médecine et de biologie à Genève qui avait commandité cette enquête. J'ai publié en 2007 un livre aux empêcheurs de penser en rond sur l'identité homosexuelle qui s'appelle L'homosexualité dans tous ses états, où j'ai travaillé avec les groupes d'enquêtés, où j'ai interrogé les personnes sur leur vécu, leur itinéraire, etc. Ce qui ne se faisait pas trop à l'époque. En 2010, un bouquin aux empêcheurs de penser en rond, toujours critique de Pierre Bourdieu, qui s'appelle Ce que les savants pensent de nous et pourquoi ils ont tort, qui est là, qui est vert. Et puis, 3 ans plus tard, donc, ce livre, Enfants interdits, que j'ai publié chez Armand Collin, avec une préface de François Saint-Gris. Et j'ai publié donc, cette année, enfin, l'année dernière, avec une réédition mise à jour, corrigée, un livre sur le mariage pour tous qui s'appelle La France sur son 31. Voilà, donc je vais vous présenter donc, le livre que j'ai fait, donc L'enfant interdit, qui est apparu il y a 2 ans déjà. Je vais vous dire 2 mots sur la posture de recherche que j'ai adoptée. Donc c'est un livre sur la pédophilie, la posture que j'ai adoptée, une posture que j'ai toujours eue dans mes travaux antérieurs, c'est-à-dire une posture liée à l'anthropologie symétrique. La question de l'anthropologie symétrique est omniprésente dans le domaine de la sociologie des sciences. Moi j'avais, dans mon travail de thèse, pour la première fois appliqué les grands principes de l'anthropologie symétrique à des problèmes culturels, de réception de la littérature, pour voir comment une controverse littéraire pouvait fonctionner. Donc dans l'anthropologie symétrique, évidemment, l'objet privilégié, ce qu'on regarde de près, c'est les controverses, bien sûr, comment se construisent les choses dans une controverse. On a un regard très attentif aux arguments des acteurs, pour essayer de comprendre comment ils sont structurés, quelle est leur cohérence interne, leur logique. Cette posture aussi suppose le refus du recul, du profit occasionné par le recul que l'on peut avoir par rapport aux événements. Donc moi, je me suis intéressé dans ce livre aux controverses qui ont eu lieu dans les années 70-80 sur la question de la pédophilie, donc qui était extrêmement forte. Et donc l'idée, c'était d'analyser ça sans tenir compte de notre monde actuel, qu'on vit tous les jours relativement à cette question. Ce qui est évidemment pas très simple et pas très facile c'est une posture qui n'est pas très facile à mettre en place, à la mesure où c'est un objet particulièrement sensible, particulièrement chaud, particulièrement explosif. Je le savais en commençant à travailler là-dessus, son caractère explosif est particulièrement détonnant, donc je n'ai cessé dans mon travail de multiplier les précautions qui, de mon point de vue, ne sont pas superficielles ou
de pure convenance, mais qui vraiment participe de l'existence même de ce projet comme produit circulant dans le monde social. Voilà. Dans ce livre, j'ai refusé toute posture militante, bon, très présente quand même dans les études sur la sexualité, sur le genre, etc. Bon, de façon totalement légitime, mais c'était pas mon approche. Donc refus de tout engagement, refus de prendre position sur les objets en question, sur le contenu même des controverses, le refus de vouloir transformer les choses, de vouloir intervenir dans le monde pour que ce monde soit en meilleur état. Donc refus de tout ça, refus net et ferme d'une posture interventionniste. Bon. Donc ce refus d'intervention suppose qu'on abandonne la logique du procès, les mises à l'index, parce que le procès, le tribunal, c'est très bien, mais c'est une autre activité que, de mon point de vue, l'activité sociologique. Alors, en tout cas, telle que je la pratique, évidemment, c'est une question qui est loin d'être consensuelle dans le monde des sociologues, cette manière de faire, j'en ai bien conscience, mais mon positionnement épistémologique était celui-là, parce qu'il me paraissait le meilleur pour rendre compte de ce que je voulais rendre compte. Alors le choix méthodologique pour travailler sur cette période-là était évidemment crucial. J'ai mis beaucoup de mois à me décider de comment j'allais faire. Est-ce que j'allais me faire des entretiens? Est-ce que j'allais ne pas faire d'entretien? Est-ce que j'allais travailler sur documents? J'ai consulté pas mal de collègues sur cette question-là qui m'ont encouragé tous à... Enfin, certains, d'ailleurs Laurent, dont on parlait tout à l'heure, m'ont encouragé à en faire, des entretiens, et j'ai finalement renoncé. Si je renonçais à faire des entretiens, c'était en raison, pour l'essentiel, de l'explosivité de l'objet. J'avais peur que l'empathie requise dans l'entretien sociologique soit une bombe à retardement qui aurait été interprétée comme une manière détournée de légitimer la pédophilie, ce qui n'était pas mon intention, puisque je n'avais pas d'intention axiologique relativement à cette question. Donc j'ai préféré travailler sur de l'histoire récente, mais sur des documents. Donc en ayant évidemment le bénéfice de l'absence d'imposition de problématiques, puisque les documents sur lesquels j'ai travaillé n'ont pas été créés par moi et donc ont une réalité absolument tangible et irrécusable. Alors ces documents donc, ont été de différents types, donc ça a été chez Panaché, journaux intimes, publiés, des articles de presse, des ouvrages, et j'ai multiplié le plus possible les documents afin d'essayer d'avoir une coupe synchronique et diachronique de ce qui a pu se passer pendant ces années-là. Alors donc, je vais vous présenter l'ouvrage plus directement, donc avec une approche des arguments des acteurs de cette époque-là pour essayer de comprendre comment, dans ces années-là, la pédophilie a pu faire l'objet d'une valorisation par certaines personnes. Donc plusieurs controverses ont tout de suite été jetées dans l'arène publique. La première controverse était ontologique. Il s'agissait de répondre à la question qu'est-ce que c'est que la pédophilie? Et d'une manière générale, on répondait à cette question, qu'est-ce que c'est que la pédophilie, en mettant en place des analogies, des homologies, des identités, enfin des choses identiques structurellement. Alors, ces homologies étaient de différents types. On pouvait avoir des homologies temporelles qui pouvaient être mises en place. Par exemple, un argument qui était souvent sollicité par les acteurs de l'époque, c'est l'idée de ceux qui aujourd'hui font X sont les mêmes qui hier faisaient Y, étant entendu que Y était aussi rejeté hier qu'admis aujourd'hui. Ceux qui aujourd'hui rejettent, donc je traduis avec des termes naturels, ceux qui aujourd'hui rejettent les pédophiles sont les mêmes que hier, ceux qui hier persécutaient les communistes, combattaient la masturbation, brûlaient les sorcières. Donc il y avait une suggestion d'équivalence qui a été mise en place pour disqualifier le rejet. Donc de ces propositions d'équivalence, il fallait donc inférer que le rejet illégitime d'hier
qu'à ce rejet-là correspondait donc le rejet illégitime des pédophiles d'aujourd'hui, que tout ça ressortissait à la même réalité empirique. Alors, on a eu d'autres homologations des défenseurs de la pédophilie, par exemple d'assimiler les pédophiles à des juifs, de considérer que la pédophilie relevait de la question homosexuelle, et qu'au final, c'était une question qui était à mettre sur le même plan. Et que par conséquent, rejeter la pédophilie, c'était une forme d'homophobie. Hein, c'était une construction intellectuelle qui mettait en place une équivalence entre les deux. Et dans ce cadre, on a proposé d'utiliser le terme pédophobie, a commencé à circuler dans cette idée de mettre sur le même plan les choses. Le rejet de la pédophilie a été aussi assimilé à une forme de racisme, donc là on est encore sur un autre registre. Donc des homologies qui se mettaient en place, des homologies de valorisation, hein, qui visaient à créer des états de rapprochement pour suggérer des équivalences axiologiques. Des valorisations aussi par rapprochement, par distanciation, pardon, où on essayait de faire émerger des distinctions, par exemple, on essayait de défendre l'idée que la pédophilie était tout sauf un crime, s'opposait au crime, et on dénonçait toute équivalence entre pédophilie et crime ou délit ou quelque chose de négatif comme un amalgame, c'est-à-dire une équivalence malheureuse. Une équivalence non justifiée, une équivalence qui n'avait pas lieu d'être. Alors ces arguments avaient plusieurs relais dans un certain nombre d'organes de presse. Par exemple, il y avait une revue qui s'appelait Le Petit Gredin, qui a eu cours de 1981 à 1988, donc qui était une revue pro pédophile, qui était consacrée à ça, avec des photos d'enfants nus, etc. La presse gay, dans son ensemble, et surtout des pieds à l'époque, était partie prenante dans ce combat, où la question pédophile était absolument centrale. D'ailleurs, je fais un aparté, mais il y a un livre qui est apparu il n'y a pas très longtemps là-dessus aux éditions Les Ailes sur l'Emprunteur qui ne parle absolument pas de cet aspect. Ce qui ne me paraît pas tout à fait... Je comprends pourquoi ça n'apparaît pas, mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait normal. Mais on avait des publications moins attendues, comme L'école des parents ou Travail social actualité, où on pouvait avoir des relais bibliographiques d'ouvrages d'Anthony Duvert, par exemple, dont je vous parlerai un peu plus tard, un peu plus longuement. Bon, là, on est du côté des petites publications. Il y avait des publications plus importantes, comme des grands journaux quotidiens en France. Donc, Libération était tout à fait centrale dans cette constellation-là. Alors, on donnait fréquemment la parole à des enfants exprimant des expériences amoureuses avec des adultes. Libération, le journal, offrait une poste restante au Front de Libération des pédophiles, une association qui avait cours pendant ces années-là. Dans ce journal, on prenait généralement la défense des accusés dans les affaires judiciaires mettant en scène des relations sexuelles adultes-enfants. Dans ce cadre, Game, qui écrivait à l'époque dans Libération, manifestait un rejet du système judiciaire et aussi un rejet de la criminalisation du viol, qui était considéré comme réactionnaire. Les limites liées au seuil de consentement n'étaient considérées dans ce journal que comme des barrières qu'il convenait de franchir pour faire triompher l'idée que, je cite, à 4 ans les enfants bandent, à 8 ans ils enculent, à 10 ans ils se tripotent, à 12 ans ils aiment ou vice-versa. Donc ça c'est dans Libération. Autre registre dans Libération qu'on trouve par rapport à cette question-là, c'est la critique du capitalisme. Alors là, dans la critique du capitalisme dans Libération, on met en évidence, plutôt on fait référence aux parents propriétaires, lesquels considéraient donc leur progéniture comme une marchandise fétichisée, qui pouvait parfois donc être rentable. Dans le courrier des lecteurs de Libération, il arrivait qu'on soupçonne les parents de vénalité lorsqu'ils déposaient plainte contre un pédophile. Alors, ces prises de position-là doivent être aussi réinscrites dans un univers de presse où Libération occupait une position particulière,
les prises de position de Libération sont aussi des prises de position différentielles par rapport aux autres journaux, par rapport à François, ou par rapport à l'Humanité, qui n'était pas sur cette ligne. Par exemple, Serge July, le directeur du journal à cette époque-là, se moquait des attaques judiciaires qui avaient cours à ce moment-là, et c'était pour lui une façon de manifester l'indépendance d'esprit du journal et parallèlement l'étroitesse des juges. Et donc, on trouvait fréquemment dans ce journal des références à ces affaires sur le mode badin ou sur le mode humoristique. Par exemple, il y avait en 79 un dessin représentant entre guillemets une gamine faisant une fellation à une adulte, et c'était titré Lutte anti-tabac, Libération une nouvelle fois condamnée au tribunal, il est interdit de faire une pipe à son papa. Donc ça, sur un mode donc, humoristique, l'idée que Libération puisse être condamnée comme ça a été considérée comme scandaleux. Et Julie, dans le procès qui avait eu lieu, considérait que Libération était dans la même position que Baudelaire. Alors il n'y avait pas que Libération, qui était évidemment quand même un grand journal à cette époque-là. Le Monde, évidemment, qui est un organe central en France, était aussi sur une ligne qui pouvait parfois s'y apparenter. Donc Gabriel Maznev, un fervent défenseur de la cause pédophile, je vais en reparler un peu plus tard, il a été chroniqueur jusqu'en 82. Un festival du film qui avait été organisé par Lionel Soucaz à la Pagode, un cinéma célèbre à Paris en 78, était critiqué parce que le spectateur était critiqué parce que il n'avait pas manifesté un enthousiasme suffisamment fort à l'égard de la pédophilie. Alors, de l'autre côté de l'échiquier politique, là on avait des journaux évidemment classés à gauche ou au centre-gauche, bon, à droite ou à l'extrême droite, on avait aussi une défense de la pédophilie. Disons que la pédophilie pouvait exister aussi dans ce spectre de l'échiquier politique-là, donc avec une forme de transversalité, puisque Guy Hockenheim, qui était le site assez transversal, s'enthousiasmait en juillet 79 pour le Grèce, la composante de l'extrême droite française, et défendait une conception racialiste qu'on aimait beaucoup dans une revue qui s'appelle Éléments, qui est la revue d'Alain Benoît, une revue qui existe toujours. Il avait une proximité intellectuelle une proximité intellectuelle entre Alain Benoît et Gabriel Maznev, et Alain Benoît se réjouissait, prenait toujours sa défense et se réjouissait, je cite, que Maznev scandalise les ligues de vertu et les majorités morales, les esprits pincés, les fesses serrées, les prêtres poules et les mâchoires carrées, qu'un écrivain déclare comme la chose la plus naturelle du monde qu'il préfère le commerce charnel des très jeunes personnes aux turpitudes classiques de ses contemporains, il n'en fout pas plus, en pleine société permissive, pour le faire passer pour le diable dans le landerneau parisien. Pour ma part, c'est ce scandale qui me scandalise. Bon, après ça continue comme ça. Donc, à la droite ou à l'extrême droite, il y avait une défense de la pédophilie donc, qui a adopté un registre d'énonciation complètement différent de ce qui pouvait se passer à gauche. Là, la valorisation, la défense de la pédophilie se faisait par une référence à la singularité contre ce qui était dans un univers mental, intellectuel, où l'égalité est évidemment très importante, une valeur, où le mépris des gens ordinaires ou des petits bourgeois, je cite petits bourgeois et petites bourgeoises de merde, donc ça c'est Maznev qui écrit ça, était disqualifié au nom d'une morale aristocratique où voilà, la pédophilie est liée à une pratique d'élite qui met, si vous voulez, ceux qui la pratiquent ou ceux qui la défendent dans une position de supériorité par rapport au reste du monde social. Et Maznev, dans ce cadre, reprochait donc à la société, comme il l'appelle, une forme d'envie, c'est-à-dire qui vise à réduire l'écart entre les petits et les grands, et évidemment l'inégalité dans ces valeurs-là est fondamentale. Alors on trouve aussi dans la nébuleuse pédophile toute une série de personnages antisémites,
racistes, racialistes. Alors, par exemple, Gérard Dosseur, bon, des gens qui sont un peu oubliés. Bernard à la Petite, par exemple, qui est quelqu'un qui était dans cette nébuleuse-là, qui écrivait dans Défense de l'Occident, dans Initiative nationale, donc des revues d'extrême droite. Guillaume Faye aussi, qui était hanté par le spectre de l'islamisation et qui, comme disait Stéphane François, défendait une vision nazie de la race, était aussi défenseur de ce genre de cause. Philippe Randa, plus proche de nous, parce qu'on le voit de temps en temps encore parfois à la télévision, donc ancien collaborateur de Minutes, de National Hebdo, de Flash, qui tient une librairie d'extrême droite à Paris, près de la place d'Italie, etc. Bon, Philippe Randa donc, défendait aussi Maznef et s'indignait dans ces dernières de l'incarcération d'un violeur d'enfants. Une revue, Gay France, dont on parle rarement, fédérait tous ces gens, enfin disons que tous ces gens écrivaient dans cette revue-là, et était une revue très intéressante parce qu'elle défendait à la fois donc, une vision néo-nazie et pédophile, pro-pédophile. D'autres personnes peuvent être aussi mentionnées, comme Roger Perfit, donc, qui se targuait d'avoir voté Le Pen, de s'être engagé aux côtés du Front National. Et puis aussi plus proche de nous, Renaud Camus, plus proche de nous parce qu'il a appelé dans les dernières années au vote Le Pen, Marine Le Pen, etc. Donc, défenseur de la pédophilie aussi. Je cite très brièvement, la pédophilie, la mal nommée, est avec la question des races, la question des classes, celle de l'immigration et celle du chômage, un des terrains d'élection par excellence de ce que j'appelle la glu du discours. L'ensemble des discours sur la prétendue pédophilie constitue la dernière forteresse, la plus farouchement gardée de la vieille haine immarcessible de la sexualité. D'autres personnages, Michel Quénier aussi doivent être mentionnés, militant néo-nazi, fondateur, traducteur du mensonge d'Auschwitz, un classique du négationnisme, dirigeant de la Fédération d'Action Nationale Européenne, la FAN, dont des groupuscules d'extrême droite un peu oubliés, donc il est le fondateur du journal des France. Michel Quénier donc, a été membre du comité qui a organisé le centenaire de la naissance d'Adolf Hitler. Il a été condamné à la fin des années 90 dans l'affaire dite Toro Bravo pour trafic de cassettes pédopornographiques. Il a été aussi le fondateur des éditions La Mouette, aussi un peu oublié, et qui, a publié un certain nombre d'ouvrages érotiques mettant en scène de très jeunes hommes et des enfants de moins de 15 ans. Donc on voit bien dans ce bref panorama, les valorisations de gauche et de droite ne sont pas du tout similaires. À droite ou à l'extrême droite, on valorise les asymétries, le rapport pédagogique, le rapport de force, le virilisme, et l'inégalité évidemment est privilégiée comme une forme de réalisation d'une égalité acceptable. À gauche, en revanche, on va insister davantage sur les aspects de symétrie, hein, c'est-à-dire que l'enfant est une personne, tout adulte doit garder son âme d'enfant. Il y a une symétrisation qui est opérée à l'inverse et qui est valorisée pour défendre la question pédophile. Alors, les arguments étaient articulés autour de l'idée d'un processus. L'idée que quelque chose se déroulait dans le temps selon une structure ordonnée de stades. Par exemple, l'abolition de l'article 331.2 de la loi du 4 août 82 était considérée comme une étape vers une abolition plus générale de tout seuil de consentement. À cette époque-là, le rejet de la famille était très grand. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on perçoit moins bien maintenant, parce que la famille est considérée comme une valeur universellement partagée, comme quelque chose qui sert, disons, de refuge, voilà, de façon très positive. À l'époque, la famille était l'objet de critiques très importantes. On parlait de bunker merdique, là je cite Maznef, de goulag. Bon. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette critique de la famille, le pédophile était une forme d'échappatoire, de porte de secours qui offrait à l'enfant de possibles relations équilibrées.
Tony Duvert considérait par exemple qu'un des principaux problèmes de l'enfant était la domination immédiate et le contrôle incessant que l'adulte fait peser sur lui. Dans ce cadre, les parents étaient envisagés comme des meurtriers, hein, c'est-à-dire des gens qui vont supprimer les aspirations légitimes de leur enfant, et que dans ce cadre-là, leur hostilité par rapport aux approches des pédophiles était une forme de jalousie. Voilà. Le processus, le rejet de la famille, il y avait aussi beaucoup d'arguments constructionnistes. Alors là, on a un terrain connu, les sociologues sont évidemment les premiers concernés par ce type d'argumentation, mais les acteurs utilisent beaucoup ce registre-là également. Donc Jacques Girard, par exemple, dressait un portrait évolutionniste des structures humaines en voyant émerger la notion de famille, fermée sur elle-même au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc une argumentation constructionniste tout à fait standard. Puisque la famille était en évolution, elle était contingente. Puisque la famille était contingente, le rejet de la pédophilie de même était contingent et méritait donc critique. Gérard Bach, un autre personnage très important dans cette histoire, donc utilisait l'évolution de la famille contemporaine, enfin évoquait l'évolution de la famille contemporaine avec l'explosion du nombre de divorces et considérait donc que le pédophile dans ce cadre-là avait une place, c'était une forme de chance. Autres arguments, les arguments directement scientifiques. Alors là, je vais m'approcher plus précisément des acteurs qui écrivaient, hein, qui avaient accès à la publication. Donc toutes les sciences étaient mises à contribution, hein, si vous voulez, pour défendre cette idée-là. Il fallait asseoir sur des bases solides l'argumentation pédophile, et donc dans ce cadre-là, on faisait flèche épistémologique de tout bois. Donc la biologie, par exemple. René Girard faisait référence à la biologie très fréquemment pour dire que l'adolescence, en réalité, était quelque chose qui est un euphémisme hein, chez Ray en général, était quelque chose qui arrivait extrêmement tôt, beaucoup plus tôt qu'on ne pensait, donc faisait référence à des enquêtes biologiques pour défendre cette idée. Bon, la psychologie, la psychanalyse, bon, là aussi on avait beaucoup de références à ça en mettant en évidence, en relief, l'idée que la sexualité cachée des enfants était très présente, et qu'il fallait la dévoiler, et qu'elle pouvait donc s'actualiser dans une relation adulte-enfant, qu'il était possible donc qu'une telle relation puisse non seulement s'envisager, mais se défendre. Fritz Bernard, qui est un des acteurs de l'époque, intervenait toujours en tant que docteur en psychologie. Et Fritz Bernard, c'est très intéressant de lire ses écrits parce que, donc il était lui-même pédophile, défenseur de la pédophilie, et le style d'énonciation de Fritz Bernard est toujours bachardien, c'est très étonnant. C'est-à-dire bon, un style d'énonciation contre les illusions du sens commun, contre les préjugés du sens commun, et dans ce cadre-là, la défense qu'il faisait de la pédophilie prenait appui sur ce type d'épistémologie. Là aussi, on a un terrain très connu, c'est une épistémologie sur laquelle beaucoup de chercheurs prennent appui. Donc l'idée que la défense de la pédophilie peut se faire contre les illusions du sens commun, contre les gens ordinaires. Alors, pour la psychanalyse, dont j'ai dit un mot par rapport à la psychologie, j'y reviens très très brièvement. Bon, les références à Freud étaient tout à fait omniprésentes, avec le thème du pervers polymorphe. Donc dans les années 70, la psychanalyse était très puissante, beaucoup plus puissante que maintenant. Et donc il y avait l'idée que si la société rejetait la pédophilie, c'est parce que la société, au fond, résistait. Et résistait à la sexualité infantile, et parce que la société était mue par des tabous. Tout ça entre guillemets. Biologie, psychologie, psychanalyse, sexologie, là aussi on faisait souvent référence, parfois référence à Kinsey, sa fameuse enquête qui avait défrayé la chronique, parce que dans cette enquête, Kinsey faisait référence aux relations adultes-enfants et dont il mettait au jour l'idée qu'elle était plus fréquente que ce qu'on pouvait penser.
Alors évidemment, les sciences sociales, dans ce cadre-là, s'ajoutaient à la longue liste des disciplines scientifiques qui étaient sollicitées, avec donc des approches historico-constructionnistes, historico-sociologiques, référence à la Grèce ancienne. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement récurrent dans ce cadre-là. Des références très nombreuses à l'anthropologie. Alors là, les autres cultures étaient très utiles parce que, en culturalisant le rejet de la pédophilie, on pouvait arriver à ses fins et montrer que ce rejet-là était socialement construit, culturellement façonné, et donc était vulnérable à la déconstruction. Et la référence aux autres cultures permettait de montrer que ce que nous avions ici était façonné, artificiel, et donc vulnérable à la déconstruction et mérite la déconstruction. Donc on a fait référence par exemple à l'initiation des adolescents par le sperme des adultes Baruya en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un thème qui revient de temps en temps. Un certain nombre d'anthropologues ont été mentionnés par rapport au rite initiatique donc en Nouvelle-Guinée. Dans Guépier, par exemple, on a beaucoup de reportages sur ces questions-là. Par exemple, dans Guépier, on faisait référence aux travaux de Marine Hanoum, qui défendait, enfin qui parlait de la sodomie comme étant la seule voie possible pour l'enfant de devenir un homme dans certaines sociétés. Donc, sciences sociales, à l'intérieur de ça, donc anthropologie, histoire, donc avec deux références principales parmi les arguments des acteurs. Donc, Philippe Ariès, L'enfant à la vie familiale sous l'Ancien Régime, donc un livre évidemment qui a été publié d'abord en 60, réédité dans les années 70, avec donc une approche constructionniste d'Ariès très célèbre, avec l'idée que l'enfant, la haute valeur de l'enfant est d'apparition tardive, la sexualisation aussi. Bon, et ces arguments donc, variationnistes, historiques, constructionnistes, étaient extrêmement fréquemment relayés parce que la variation et la mobilité étaient considérées comme étant centrales dans la dynamique de vulnérabilisation de cette réalité. Elisabeth Badinter, donc, même mécanisme, hein, aussi l'amour, donc la thèse de l'amour maternel, contingent, historique. Si l'amour maternel est donc historique et contingent, mutatis mutandis, on peut appliquer le même raisonnement à la pédophilie, avec donc la référence à la construction comme prémisse de la démolition ou de l'amorce d'un changement potentiel. Alors, les philosophes aussi, bien sûr, étaient là. René Scherrer, né en 1922, défenseur de toujours des relations adulte-enfant. Donc lui aussi, une argumentation variationniste, si j'ose ce néologisme, historique, avec la référence au fait que la majorité sexuelle n'avait cessé de varier, hein, donc la référence au seuil variable comme début d'une vulnérabilisation de la réalité telle qu'elle est. Et puis, bon, bien sûr, Michel Foucault, en 1978, sa fameuse déclaration, en deux mots, je ne veux pas tout citer, alors je cite Foucault, on suppose que les enfants ne sont pas capables de dire sur eux-mêmes, d'être suffisamment lucides sur eux-mêmes, qu'ils n'ont pas la capacité d'expression suffisamment développée pour expliquer ce qu'il en est. On les croit non susceptibles de sexualité, donc on ne les croit pas susceptibles d'en parler, mais après tout, écouter un enfant, l'entendre parler, l'entendre expliquer quels ont été effectivement ses rapports avec quelqu'un adulte ou pas, pourvu qu'on écoute avec suffisamment de sympathie, doit pouvoir permettre d'établir à peu près quel a été le régime de violence ou de consentement auquel il a été soumis, bon, etc. Donc ces citations de Foucault ont été reprises extrêmement fréquemment par les militants pédophiles de base quand ils écrivaient dans les petites revues. Alors, il y a tout le continent scientifique, au sens large du terme, avec les sciences humaines et les humanités. Les lettres, le monde de la littérature, étaient aussi présents dans ce combat.
puisque de nombreux écrivains l'ont défendu. Donc là aussi, il y avait une affinité entre la défense de la cause pédophile et la posture, les traits artistes, où évidemment la singularité est centrale, dans la mesure où précisément c'était pour ces personnes un moyen de manifester une morale libérée des tabous bien-pensants, de manifester son autonomie intellectuelle, de rejeter les illusions médiatiques, et aussi de manifester ses connaissances sur l'histoire, sur l'anthropologie, sur la sociologie, sur la géographie, etc. Et donc, affinité posturale entre la posture lettrée artiste et la défense de la singularité par rapport à cette question de la pédophilie. Et par conséquent, tout cet ensemble de points d'appui, d'arcs-boutants épistémologiques ou argumentatifs, menait vers une explication des rejets. C'est-à-dire que, bon, si la pédophilie est rejetée, c'est parce qu'il y a un certain nombre de représentations qui sont là pour les expliquer. Si les gens rejettent la pédophilie, c'est parce qu'ils sont dans la représentation. Donc c'est vraiment un terme indigène très important qui, pour nous, chercheurs, nous encourage à jamais utiliser ce type de concept. Enfin, moi, pour ma part, j'y ai renoncé depuis toujours parce que c'est un objet vraiment privilégié d'observation. Les personnes rejettent la pédophilie parce qu'ils sont dans l'illusion, parce qu'ils sont dans une forme de conte de fées, de sacralisation. Alors là, on a tout le champ sémantique de la religion, de la croyance, des mythes, des illusions, de la religion, tout ce, c'est variable évidemment sur les personnes. Le rejet aussi s'explique par rapport à une forme de pathologisation. Si les gens rejettent la pédophilie, c'est parce qu'ils sont pris avec des sensations mal maîtrisées, pris dans une forme de panique. Là aussi, catégorie indigène très très importante, avec l'opposition rationalité-panique. Le rejet de la pédophilie est panique. Et puis, dernier point, l'influence néfaste des médias. Donc le terme médiatique devient péjoratif dans cet arsenal argumentatif. Et là, donc l'idée, c'est si la pédophilie est si critiquée, c'est parce que les médias sont contre les pédophiles. Et donc, les médias, donc on a donc une presse de caniveau, qui sont obnubilés, une presse qui est obnubilée par ses ventes, qui est manipulée par le grand capital, qui est grégaire, qui met en avant les bas instincts. Bon. Et donc, la réponse à apporter à tout ça, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'on va apprendre à la société qu'elle se trompe, qu'elle est dans une erreur, et que cette erreur soit conjurée, mise à distance, effacée, eh bien, un rapport pédagogique va se mettre en place. Et tout pourrait, à partir de ça, à partir de ces leçons administrées, rentrer dans l'autre. Voilà, donc tous ces arguments-là, donc, qui sont extrêmement charpentés, disséminés sur les acteurs, inégalement disponibles selon les personnes et selon les trajectoires sociales, n'aboutirent pas. Ça, on le sait. Tous ces éléments argumentatifs, donc, d'une certaine manière, ne sont restés que des mots, au moins sur la longue durée, jusqu'à maintenant, et c'est une déroute pédophile qu'on a observée. Avec plusieurs éléments dans cette déroute. Déjà, une asymétrisation, ASY, pas L, une asymétrisation progressive des causes homosexuelles et pédophiles. Alors, il y a une controverse entre chercheurs pour savoir quand ça s'est produit. Moi, je le mets assez tard. Par exemple, j'ai dépouillé systématiquement la revue Guépier, j'ai dépouillé Guépier en entier, donc je sais de quoi je parle de ce point de vue de ce journal. Un journal qui s'est arrêté en 92, et jusqu'au bout, Guépier est pro-pédophile. Vapro, qui avait dirigé le journal, était pro-pédophile, défendait des thèses publiquement pro-pédophile en 93, avec une date importante, à mes yeux, en 94,
L'International Lesbian and Gay Association exclut les associations, en 1994, exclut les associations favorables au rapport majeur-mineur, qu'il s'agisse du NAMBLA aux États-Unis ou d'autres associations, Martine par exemple aux Pays-Bas. Donc ça crée une césure temporelle importante. La plus grande association homosexuelle de RFA, le Schwulenverband in Deutschland, était opposée à cette exclusion. En France, un petit journal illico qui était distribué dans les barguets était opposé à cette initiative et considérait que c'était un retour à l'ordre moral. Cette exclusion était l'expression d'un retour à l'ordre moral. Bon, pas de... Dans le monde gay, dont les journaux permettent d'avoir accès de façon très indirecte, évidemment, ce sont des sources. Il n'y avait pas d'unanimité par rapport à ces questions-là. Par exemple, le journal Samouraï était très hostile. Il y avait Claude Courouve à l'intérieur, il était très hostile à la cause pédophile. D'une manière générale, les lesbiennes, les féministes avaient une conception très différente de la liberté sexuelle qui était alléguée par les militants. Donc il y a un détachement progressif de ces deux mondes et un renversement qui s'opère où toute homologation au double sens du terme, c'est-à-dire il y a une homologie, identité structure, en même temps homologuée comme validée, toute homologation entre homosexualité et pédophilie devient homophobe. Par exemple, si on prend le dictionnaire de l'homophobie paru en 2003, on considère que la confusion entre homosexualité et pédophilie est savamment entretenue par les discours homophobes. Donc là, il y a vraiment un distinguo très fort qui est opéré, et non seulement il y a un distinguo, mais il y a le simple rapprochement est considéré comme une attaque des homosexuels. Très récemment, en France, je suis désolé de prendre des exemples français, mais ça a été mon terrain privilégié. Donc, Christian Vanès, par exemple, qui s'est fait connaître par des déclarations récurrentes aussi aux homosexuels, a lui-même établi très récemment un rapprochement entre homosexualité et pédophilie, et dès qu'il a prononcé ces phrases, ses propos ont été jugés unanimement scandaleux. Par le monde social, par le monde politique dans son ensemble. Et alors on a assisté à des grands retournements tout à fait spectaculaires de prise de position entre certains acteurs. Je dis ça, je vais citer Christophe Girard en deux occurrences. C'est pas pour mon objectif de rendre Christophe Girard ridicule, de me moquer de lui, ou de me trouver plus intelligent que lui, ou plus fin, c'est pour voir le contraste entre les prises de position et qui permettent d'accéder à ce retournement. Donc, en 87, Christophe Girard s'enthousiasme pour Matzneff, le finance par le biais de la Fondation Saint-Laurent, en le remerciant pour le bonheur que donnent ses livres. Et en 97, donc 10 ans après, Christophe Girard fait des grandes déclarations dans La Revue Solaire, donc un pédophile est une sorte d'infirme sexuel, affouissant son plaisir en forçant le passage sur des êtres non formés, non pubères, c'est un être abject. Donc on a là quand même deux tonalités complètement différentes. On est passé dans une forme d'autre monde. Moi j'avais été intrigué dans l'enquête que j'avais faite en 2007, une enquête par entretien que j'ai faite auprès de personnes homosexuelles de sexe, de tous âges, où la référence à la pédophilie était très fréquente, en référence négative, c'est-à-dire de distinction, de distanciation, de souci d'être assimilé à la pédophilie, de la confusion conceptuelle. Donc c'est quelque chose qui était très pertinent pour moi dès ces années-là. Et puis, comme élément explicatif pour rendre compte de ce renversement, il y a plusieurs éléments qui peuvent être évoqués. Bon, l'occupation de l'agenda revendicatif homosexuel par d'autres causes, et notamment la lutte contre le sida, qui a été extrêmement fédérateur, la lutte contre le sida. Pour moi, c'est un élément très important parce que ça a conduit à recentrer les revendications sur l'unité conjugale, sur la famille, sur la parentalité, sur toute une série de problématiques qu'on vit là en ce moment.
donc, qui a abouti donc, en France au Pax et au mariage très récemment. Et Martin Gross note dans un de ses bouquins que dans le jugement qui vise à répartir les enfants dans les foyers homoparentaux, la référence sous-jacente à la pédophilie peut être sollicitée par certains juges. Et donc, cette distanciation devient absolument nécessaire au sein des couples de même sexe, compte tenu de tout ce que je viens d'évoquer. Par conséquent, ce qui avait été considéré comme une lutte politique par les défenseurs de la pédophilie, en fait, se dépolitise. C'est-à-dire que les énonciations visant à légitimer la pédophilie sont jugées totalement inacceptables et ne relèvent pas d'une lutte politique. Donc c'est très intéressant ça, parce que la référence à la j'arrive jamais à le dire, la politicité d'une chose, ça y est, ne va pas de soi, fait l'objet d'une lutte. Et il ne suffit pas de dire qu'une cause est politique, relève du combat politique, etc., pour qu'elle soit considérée comme étant justiciable d'une approche politique et justiciable d'un regard politique. Ce grand renversement donc, se manifeste aussi, disons, phénoménologiquement par des comportements qu'on peut essayer de décrire. Combien on a du temps ? 10 minutes encore, ça va ? 10 minutes. Se manifeste donc par des comportements tout à fait observables, donc une forme de nouvelle iconoclaste, donc le rejet de toute représentation des enfants dénudés ou ce qui a trait à tout ça, bon, avec des affaires régulièrement qui arrivent sur la place publique. Bon, quand je parle d'iconoclaste, je fais très attention. Pour moi, c'est pas une forme de mise en croyance. Ce que j'appelle mise en croyance, c'est-à-dire l'inscription d'un objet, dans le rabattement d'un objet dans la catégorie de croyance pour le considérer comme, pour le disqualifier. C'est pas du tout ce que je vise en parlant d'iconoclaste. Ce à quoi je fais référence par d'iconoclaste, c'est tout simplement un rejet des images. Donc, quelque chose récurrent, omniprésent, rejet des images mettant en scène la nudité infantile, avec toute une série d'affaires dans la publicité, dans les journaux, dans les œuvres aussi. Donc là, il y a toute une série d'affaires dont je parle. Alors, quelque chose à noter, les textes en général passent mieux que les images. Bernard Joubert, qui a étudié ça de très près, constate que la censure, alors en France, je ne pourrais pas vous dire, pour la suite je ne sais pas, donc a fait une analyse très poussée de ça. Bon, les textes mettant en scène des affaires de pédophilie sont relativement peu censurés, voire très peu. Donc, iconoclasme, phénomène moins fort pour les textes. Un autre phénomène qui est observé par rapport à ce grand renversement, c'est la multiplication des institutions de défense de l'enfance. Alors, il y a toute une série de dates clés avec la création de congrès sur les abus sexuels sur les enfants en 84, premier congrès mondial sur l'exploitation sexuelle des enfants en 96. Bon, tout ça se met en place progressivement, une forte croissance des associations de défense de l'enfance. Quand on voit le graphe du nombre d'associations, on voit quelque chose qui est croissant. Parallèlement à cette multiplication de ces institutions de défense de l'enfance, une pathologisation de la pédophilie de plus en plus omniprésente, avec évidemment l'absence de la sortie de la pédophilie du DSM, à la différence de l'homosexualité en 1973, homosexualité sortie de la classification OMS en 1990. Donc la pédophilie est toujours considérée par l'OMS comme un trouble de la préférence sexuelle. Elle n'a pas donc été déclassifiée. Avec donc des références aussi à la loi et aux différentes législations par rapport à cette pathologisation. Donc la loi Guigou en 1998 sur le suivi socio-judiciaire qui oblige
les personnes à être suivies par un psychiatre. Et on aboutit à une situation où la pédophilie en tant que phénomène devient omniprésente, récurrente, omniprésente, devient une préoccupation majeure des adultes, mais aussi des enfants, avec la création, par exemple, de la mission de prévention des violences sexuelles en 1998, la multiplication des ouvrages de prévention sur les abus sexuels sur les enfants. En 2001, un sondage montre que la pédophilie fait partie des préoccupations les plus fondamentales des Français, même la préoccupation numéro 1 des Français en matière de politique de l'enfance. Alors, évidemment, ce qui rend possible cette diffusion de l'objet pédophile est rendu aussi possible par la multiplication des dispositifs d'observation de ces phénomènes. Alors, ça a plusieurs facettes. L'observation statistique, il y a la mise en place d'une statistique régulière à partir de 1994, qui se met en place en France avec l'observation de l'enfance en danger, avec une lettre, avec des statistiques qui sont produites régulièrement. Et dès que le dispositif se met en place, émerge aussitôt l'inquiétude que l'augmentation du nombre de signalements d'abus sexuels sur enfants existe. Donc la mise en place des statistiques se traduit aussitôt par une préoccupation relativement à ça. Observation statistique, mais aussi observation policière, avec la mise en place de police internationale, la mise en place de stratégies sur Internet pour essayer de faire en sorte que les pédophiles agissant sur le web soient pris. Observation téléphonique, avec la mise en place d'un téléphone d'accueil téléphonique en 1989. Observation de la presse aussi, j'ai été surpris de constater que dans les indexations des grands journaux français, la pédophilie en tant que problème social indexé dans le journal apparaît qu'en 1995 pour Le Monde, donc très tardivement. Ce retournement s'explique aussi par les fragilités internes du mouvement pédophile, avec des dissensions internes, des gens qui n'étaient pas d'accord, des disparités argumentatives et des difficultés plutôt à créer des alliances. Et puis bien sûr des attaques externes, administratives, institutionnelles, associatives, médiatiques, judiciaires, etc. Et des acteurs fondamentaux qui disparaissent, qui meurent tout simplement. Foucault en 1984, Hockenheim en 1988, ou le pasteur Doucet en 1990. Et ce retournement se manifeste par un basculement aussi du monde pédophile dans la clandestinité, dans les marges invisibles. Alors sur Internet, avec une multiplication des sites, des forums, d'échanges pédophiles, par des guerres de publication sur Wikipédia relativement à cette question. Mon livre même a lui-même fait l'objet d'une bataille entre internautes. L'utilisation de codes, d'échanges entre pédophiles, entre militants pédophiles, c'est pas quelque chose de très nouveau et ça s'est multiplié, puisque dans la tradition notamment hyperfute, on trouve aussi des conversations codées. D'une certaine manière, on peut dire que les pédophiles ont perdu la guerre, et le meilleur exemple de ça, c'est peut-être Matzneff, qui, donc né en 1936, Matzneff, défenseur de la pédophilie depuis toujours, qui finalement n'a pas obtenu la Pléiade qu'il espérait, n'a pas... Gallimard lui coupe les vivres, puisqu'il avait un petit revenu, c'était assez exceptionnel, cette forme de rémunération de l'écrivain en France, mais c'était le cas pour lui, donc ça c'est quelque chose qui s'est arrêté. Il n'y a pas de thèse sur Gabriel Matzneff, il est régulièrement agressé, insulté, il n'est plus invité à la télévision. Quand à la surprise générale, il reçoit le prix Renaudot en 2013, aussitôt sur Internet, c'est après que mon livre a paru, c'était intéressant de voir insultes, disqualification,
voilà, même quand Matzneff fait l'objet d'une gratification, ce n'est pas une forme de déclin, ça ne correspond pas à une forme de déclin de sa marginalisation. Au contraire, c'est une occasion supplémentaire de montrer à quel point sa marginalité est grande. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou, je dirais juste que... 3 minutes. 3 minutes. Ça serait bien de pouvoir interagir. Oui, on va échanger avec la salle si c'est possible. Donc, 40 ans après, donc, on a une mise à l'épreuve complète de la société. On avait une mise à l'épreuve initiale qui était ontologique. Hein. Qu'est-ce que c'est que la pédophilie? Ça se rapproche de quoi? Ça se distancie de quoi? Pour essayer de savoir ce que c'était, pour essayer de la valoriser. Maintenant, cette épreuve s'est inversée. C'est la société elle-même qui est mise à l'épreuve par l'objet pédophile. Alors ça veut dire la question pédophile devient la pierre de touche pour évaluer ce que valait mai 68, ce que vaut le système judiciaire, ce que valent les religions. La religion catholique est mise en cause très régulièrement par rapport à cette question-là. Parler de la religion catholique, maintenant, c'est parler de la question pédophile et de son articulation à cette question-là. Sur le site du Vatican, vous avez une icône qui fait référence directement à la pédophilie. Les autres religions, aussi, disons, les sectes en général, une des formes de disqualification de la secte en France, c'est de dire qu'il y a un lien plus ou moins avéré à la pédophilie. Donc le christianisme, à côté des sectes, a été mis en cause. À l'intérieur de ça, l'Église catholique, rendue très vulnérable, des procès aux États-Unis en pagaille, une Église catholique qui doit payer des centaines de milliers de dollars dans des procès innombrables. Voilà. Alors bon, des problèmes aussi liés à ce grand renversement. Qui sont peu pris en compte, comme les suicides de personnes qui sont impliquées dans des affaires, sans qu'ils soient nécessairement, sans qu'il soit avéré qu'ils soient responsables de quoi que ce soit. Des problèmes aussi liés à Internet, à la mémoire totale que suppose Internet, même s'il y a eu des restrictions dernièrement. Donc des personnes qui peuvent être mêlées à des affaires de pédophilie peuvent être... jusqu'au restant de leur jour impliqués dans ces histoires-là par le biais d'Internet. Des problèmes aussi liés au fait que les contacts avec les enfants deviennent complexes, compliqués, générateurs d'anxiété, de précautions infinies. On voit par exemple des psychologues se plaindre du fait qu'il n'y ait plus du tout de contact possible pour des consultations en psychologie avec des enfants, au point que certains auteurs ont parlé de pédopholie, hein, c'est-à-dire dans une espèce de mouvement de balancier très intéressant à observer, où la folie change encore de camp, et la thématique de la pathologisation est de nouveau retenue, non pas pour caractériser les pédophiles eux-mêmes, mais le rejet lui-même trop grand, trop vigoureux, trop générateur de souffrance, de douleur et de suicide. Donc d'éléments très négatifs qui sont remis, qui sont rendus possibles, disons, par un rejet excessif de la pédophilie. Donc ce mouvement de balancier est très intéressant à observer, et il est alimenté généralement par des affaires qui font balancer cette rotation, enfin qui opèrent cette rotation dans un sens différent, pour que il y a un mouvement de balancier qui s'opère à chaque fois qu'une nouvelle affaire survient. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je dirais d'un mot pour conclure que il me semble que la question pédophile, la question de la sociologie des controverses trouve avec ce terrain-là un terrain privilégié, dans la mesure où il permet de basculer d'une sociologie du relativisme à une sociologie relativiste. Sociologie du relativisme, les arguments relativistes des acteurs eux-mêmes, à une sociologie relativiste où on observe comment les acteurs s'y prennent pour opérer des argumentations, et aussi d'observer comment ces argumentations-là peuvent ne déboucher sur rien, ou des échecs, ou les mots ne restent
que des mots. Pour nous, ça nous intéresse en tant que sociologue parce que ça nous invite à réfléchir sur la manière qu'on a de faire de la sociologie, aux instruments qu'on utilise pour décrire, représentation, minute croyante, tout ça sont des outils qui sont utilisés par les acteurs. Donc, le principe de non-redondance qui s'impose à nous nous interpelle pour ça, de mon point de vue. Et donc, c'est une occasion, je crois, importante d'essayer, avec cet objet chaud, de renouveler le langage de la sociologie elle-même. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste dire 2-3 choses parce que je pense qu'il y a des gens qui voudraient aussi prendre la parole. Je pense surtout à les gens qui travaillent quand même sur la controverse. Et mais bon, est-ce que quelqu'un peut me prêter un crayon si je m'aperçois que je suis dans le... Oui, bien sûr. Ah ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que Pierre Verdrager fait comme étude sociologique et approche. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est pas peut-être moi. C'est pas moi peut-être la personne la plus indiquée pour discuter dans un sens critique. Mais je voudrais quand même dire, et je vais essayer d'être un peu critique, moi je trouvais d'abord, surtout par rapport aux intérêts du crapule, je trouvais intéressant ces livres parce que quand même c'est l'étude d'un groupe ultra minoritaire, dans tous les sens du terme, qui produisent des contenus très en opposition, en tout cas dans l'époque où on vit maintenant, du consensus qui est établi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est dégoûtant. Ça peut être dégoûtant même de dire, oh là là, qu'est-ce que ça va être, donc déjà des exemples qui sont dans le bouquin, donc ça gêne, ça met mal à l'aise quand même. Et ce que j'ai trouvé très intéressant comment tu as fait, c'est vraiment étudier comment un combat a été mené à un moment donné, donc personnellement je ne connaissais pas à ces points, et comment ensuite il a été perdu. C'est ça qui est très intéressant à niveau de la sociologie de l'action publique ou l'action collective. Je trouve que ça c'est très intéressant. Et parce que, je vous dis pourquoi, parce qu'au début je me disais, pourquoi il n'a pas utilisé la sociologie des problèmes publics, par exemple. Non, parce qu'il n'aurait pas pu rendre compte du combat, des revendications dans la base. Je dis, une approche de la sociologie des problèmes publics, ça aurait pu être donc, par rapport à maintenant, comment ça se passe maintenant, comment la pédophilie a été de plus en plus dénoncée à travers des affaires, par exemple. Mais là, la sociologie, donc la perspective des controverses, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle rend vraiment compte de toute cette dynamique historique, si on peut dire comme ça. Et donc, j'ai évité d'utiliser le mot reconstruction, peut-être reconstitution, ouais, de plus de 40 ans de controverses. Ça, je trouvais très, très intéressant. L'approche symétrique, voilà, tu la revendiques très fortement dans l'ouvrage. Je trouve que pour cet objet, elle va très bien. Après, moi, je ne suis pas une grande connaisseuse, je connais un peu les travaux de Latour. Mais c'est vrai que tu rends compte de la logique des arguments, la dynamique des controverses aussi, elle est bien visible, et l'émergence des faits. Donc ça je trouve vraiment, c'est pas... Donc après, je me posais toujours la question, disons, est-ce qu'une autre approche aurait été... donc, est-ce que l'utilisation d'une autre approche aurait été plus heuristique ou pas, ou qu'est-ce que ça aurait donné retracer ces 40 ans avec d'autres approches. Donc ça c'est... Voilà, donc c'est peut-être la question que je pourrais poser, mais bon, c'est pas une réponse. Il y a... je trouve aussi que la vertu, les sens heuristiques de cette approche d'anthropologie symétrique, c'est aussi par rapport à cette symétrisation, en fait. Parce qu'il y a, tu rends très bien compte dans le bouquin qu'il y a une symétrisation entre ceux qui défendent à un moment donné la pédophilie et ceux qui la condamnent. Ça, je dis, tu le mets en symétrie, je trouve que ça rend vraiment compte que des fois les arguments sont très proches. Donc, ça peut être... Donc ça, je trouvais vraiment très intéressant. Et après, c'est vrai que j'étais un peu plus gênée, dans le sens plus théorique du terme, méthodologique. Et moi, je pense que c'est plutôt parce que tu as été très charmé par Yannick Hacking, mais cette condamnation de constructionnisme, surtout par rapport à Vigarello, dans l'histoire du viol, que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà,
pourquoi tu, à un moment donné dans ton ouvrage, peut-être t'exprimer deux mots là-dessus, pourquoi tu choisis de ne pas choisir entre une description réaliste ou constructionniste. Voilà, juste en dire deux mots peut-être de ça. Et l'autre chose, peut-être plus à niveau du contenu, je trouve que il y a quand même un niveau aussi du droit. Donc tu parles beaucoup de viol, donc de la problématique du viol aussi, donc comment émerger aussi dans l'espace public finalement. Mais je me demande pourquoi tu n'as pas creusé la question de l'inceste. Je sais pas, c'est une question naïve parce que c'est pas du tout mon thème, mais disons par rapport à la pédophilie, donc pourquoi il n'y a pas, parce que peut-être il y a eu, à l'époque on parlait de l'inceste, mais c'était aussi des questions de pédophilie. Voilà, ça c'est une question par curiosité. L'autre c'est cette question entre mouvements homosexuels, et je pense que les personnes qui travaillent sur les mouvements homosexuels en pluriel, dans différents contextes, on avait déjà vu, surtout aux années, surtout par rapport au mouvement homophile, on voyait qu'il y avait, voilà, Arcadie évidemment, moi j'ai beaucoup étudié le mouvement homosexuel catalan, les leaders ils s'est déclaré à l'époque homophiles, mais je me suis toujours dit, il fallait creuser par rapport aux enjeux qui traversent beaucoup de pays de l'Europe à la même époque, de majorité sexuelle. Hein, donc ça, tu t'en parles un peu, hein, mais c'est clair que là, il y avait aussi l'enjeu des majorités sexuelles. À l'époque, c'était 21 ans pour l'homosexualité, donc évidemment. Donc de 13, par exemple, en Espagne, après, ça a passé, dans la démocratie, ça a passé à 13 ans. Est-ce que c'est pédophile ou pas, quoi, 13 ans. Donc cet enjeu de la majorité sexuelle, je trouve que c'est intéressant. Et aussi pour voir, parce qu'en lisant ton bouquin, on se met dans la tête, on dit, bon, est-ce qu'il pourrait y avoir différentes catégories de pédophiles, pédophiles plus dégoûtants au moins, par rapport à l'âge, etc., ou par rapport à... Du pédophile différentes catégories de pédophiles, parce que c'est ça, les personnes qui revendiquaient à un moment donné l'abaissement de l'âge de majorité sexuelle, quand c'est 21 ans, s'ils se sont déclarés à ce moment-là pédophiles, c'est pas la même chose que revendiquer avoir des rapports sexuels avec un enfant de 6 ans. Donc c'est ça, quoi. Donc juste voir, c'est une question qui sort en lisant ton bouquin. Et l'autre chose, c'est aussi, par rapport, voilà, moi, en venant des étudiants, j'ai dit, voilà, c'est quand même un objet extrêmement masculin, quoi. Hein. Donc on n'en parle pas de femmes pédophiles. En tout cas, dans le bouquin, non. Peut-être un peu, mais très peu. Donc il y a, et maintenant qu'il y a eu des mondes d'affaires et tout ça, est-ce qu'il y en a, que je ne connais pas, mais juste par curiosité. Et comment aussi, mais je ne réponds pas à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Mais est-ce que, pendant le repas peut-être, mais est-ce que, comment les féministes ont condamné aussi la pédophilie, parce que je ne connais pas. Donc un mouvement féministe, tu concentres surtout pas sur le mouvement homosexuel à un moment donné, par rapport à partir de la période SIDA, mais comment les féministes, est-ce que c'est à travers cette je pense à la France, par rapport à la dénonciation des viols, d'agressions sexuelles, etc., si c'est à ce moment, et comment parce que dans ton bouquin, à un moment donné, tu dis par rapport aux dominations masculines patriarcat, mais je ne sais pas s'il y avait un peu des discours un peu plus élaborés ou plus étendus, quoi. Voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui voudraient poser des questions. Je réponds? Oui, mais pas tout, comment vous pouvez faire, oui. Voilà. Bon, par rapport à Vigarello et à Hakim, ça c'est vraiment très intéressant parce que je fais très attention dans le livre par rapport au réalisme et au idéalisme. Je fais très attention à ça parce que c'est absolument central de manipuler ça avec beaucoup de précaution. Chose que, à mon avis, je ne dis pas d'ailleurs comme ça dans le livre, mais c'est une confidence publique que je vous fais. Je pense que Vigarello, dans son livre sur le viol, ne prend aucune précaution par rapport à son objet et se trompe par rapport à son titre, dans la mesure où le titre, donc Histoire du viol, et pendant 400 pages, Vigarello nous montre qu'en réalité, le viol n'a pas d'histoire, n'est pas un objet dynamique, mais ce qui a une histoire, c'est les yeux qui s'ouvrent progressivement sur cette réalité stable. Ce qui énerve beaucoup de féministes d'ailleurs. Et c'est un problème, disons, métaphysique, on va dire. Et pour la pédophilie, c'est un peu la même chose. Hein. Des auteurs considèrent que la pédophilie a toujours existé en tant qu'objet autonomisable et que progressivement, on ouvre les yeux. Et donc, quand on dit, on fait une approche historique, ça ne veut rien dire. Parce que c'est quoi qui est historique?
c'est l'objet dynamique ou l'objet statique. Si l'objet est statique, il n'est pas historique. S'il est dynamique, il est historique. Ou alors c'est les yeux qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors du coup, historique, c'est les yeux. Donc quand on dit qu'on fait une approche historique, on n'a pas très bien décrit ce dont on parle. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Et Vigarello, de ce point de vue-là, ne me paraît pas précis. Par rapport à Hacking, c'est pas un livre contre le constructionnisme à mes yeux. C'est un livre pour moi absolument important et auquel je pense toujours. Au début du livre, tu te rappelles que Hacking dit que la référence au constructionnisme a paru pour des générations de gens comme tout à fait libératrice. C'est-à-dire que si, avec l'inférence, si c'est construit, on peut déconstruire, et si on peut déconstruire, et ben, donc tout est possible. Et évidemment, cette perspective-là, pour les militants politiques ou les acteurs ordinaires, est essentielle parce qu'elle fait s'ouvrir des horizons infinis. Et évidemment, pour moi, je n'ai pas de posture critique par rapport à ça. Simplement, moi, ce qui m'a intéressé, et ce qui fait reflet dans ma manière que j'ai de décrire, c'est que les acteurs eux-mêmes utilisent ces outils-là, quoi. La référence aux sciences, la référence à la construction, la référence à la variation des phénomènes, la référence à l'historicité des choses, et la pluralité des cultures, c'est des arguments constamment sollicités par les acteurs eux-mêmes, ni mieux ni moins bien que nous. Il y a une symétrie absolument parfaite de la démarche intellectuelle, et que donc ça fait retour automatiquement sur la manière qu'on a d'écrire. Je pense que c'est un élément important. Et moi, le constructionnisme, si j'ai voulu en parler, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'objet de l'observation, pas en tant qu'instrument. Et je passe mon temps à transformer avec d'autres. Je ne suis pas seul à faire ça, bien sûr, mais les instruments de description en objet. C'est pareil pour représentation, c'est pareil pour mythe, c'est pareil pour croyance. Oui, tout ça, c'est des objets. Vigarello, il n'est pas un acteur, c'est un... Non. Non, je ne sais pas. La majorité sexuelle, ça c'est intéressant parce que c'était vraiment un point qui a été aussi sollicité par les défenseurs de la cause pédophile dans la mesure où l'abaissement de la majorité, de l'âge de la majorité, a été considéré par eux, par certains d'entre eux, comme une étape d'un processus plus large. Et donc c'était considéré comme étant essentiel dans la mesure où ça permettait d'espérer que le seuil descendait, enfin l'alignement de la majorité homosexuelle et hétérosexuelle s'opérait à 82, et que cet alignement-là des majorités sexuelles était avant-coureur d'autre chose, et cette autre chose c'était un abaissement des seuils pour tout le monde, voire une disparition des seuils. Et donc oui, ça a joué un rôle très important parce que ça a mis en place une mécanique de processus qui a orienté l'action et la pensée des gens. Juste pour dire qu'on apprend beaucoup dans ton livre, les gens qui s'intéressent au mouvement homosexuel, en tout cas en France. Tu creuses, moi j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Différentes catégories de pédophilie. Alors ça c'est très intéressant. Je vais te raconter maintenant ce qui est arrivé une fois que le livre est sorti. Je parle à l'intérieur de Latifa Benari. Certains d'entre vous la connaissent, donc c'est une militante associative, militante, je ne sais pas si c'est le terme, c'est quelqu'un qui a fondé une association en France très originale, au sens singulière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux, et seuls à le faire, c'est pas un terme de valorisation où l'idée c'est de mettre autour d'une table des pédophiles, des gens, alors, évidemment, terme vague, mais je dis dans mon livre que la pédophilie a toujours parti avec le flou et que c'est dans l'objet et que donc il faut laisser ce flou-là, qu'il ne faut pas essayer d'avoir des définitions opératoires qui suppriment ce flou, donc qui détruirait l'objet proprement parlé, et donc qui met des pédophiles autour d'une table avec des victimes pour échanger. Donc je suis allé, elle m'a invité suite à la publication de ce livre parce qu'un pédophile lui avait passé en disant regarde, c'est pas mal, c'est différent de ce qu'on lit d'habitude sur la question. Et donc j'y suis allé et c'est très intéressant, tout à fait poignant, enfin,
ça dure toute la journée, les gens échangent. Et du coup, on a parlé ensemble de ça, et le premier truc qu'elle pouvait me dire, c'était évidemment qu'il y avait toute une série de cas possibles. Le cadre de son association, c'est il ne faut pas passer à l'acte, il faut rendre possible une arène de discussion, d'échange, où les gens parlent pour éviter de passer à l'acte. C'est ça son cadre. Hein, c'est un cadre très de maintenant, je veux dire, 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt, on a considéré ça comme horriblement réactionnaire. En tout cas certains. Et donc, cette typologie-là, évidemment, elle saute aux yeux quand on est dans ce genre d'arène. Et oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, même si c'est pas, pour moi, c'est pas un objet central dans ma description. Pour les féministes, oui, c'est évident qu'il y a une présence moins grande des féministes dans ces questions-là de défense des pédophiles, parce que le rapport à la liberté sexuelle n'est pas du tout le même. La liberté sexuelle pour les féministes, c'était une liberté qui était liée au pouvoir de ne pas subir. Alors oui, je disais dans la condamnation, pas dans la défense. Oui, donc, oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Peu. Il y en a quelques-unes, quand même. Mais le rapport à la liberté sexuelle n'est pas le même. Pour les hommes, la liberté sexuelle, c'est plutôt faire tout. Le vécu des femmes par rapport à ça explique, par hypothèse, leur respect, même s'il y a quand même des cas possibles. Par rapport à l'inceste, je pense qu'il y aurait une enquête spécifique à faire sur cette question-là, qui serait très intéressante à faire, que je n'ai pas envisagé sous toutes ses facettes, parce que j'ai pensé qu'elle nécessitait quand même une approche autonome. Voilà. Et c'est vrai que c'est un objet très vaste, avec une documentation extrêmement profuse, diffuse, et qui requiert qu'on arrête à un moment donné l'objet pour qu'on ne soit pas débordé par des éléments philologiques. Ah, on va ouvrir la discussion. Des questions, commentaires, remarques?